non-conformité. Donc ça, je le fais sur le champ. En faisant l'audit sur le champ et à chaud, je fais le remplissage de ces documents. Parce que je suis encore dans la situation, je suis en face de la personne auditée et je suis en train voilà, d'observer toute la situation. Alors, il faut remplir ces documents au champ pour oublier tout oubli, pour par exemple, pardon, éviter tout oubli ou bien toute problématique par la suite. Alors, j'ai décrit l'écart, les causes et les actions menées pour traiter cet écart et je planifie en même temps. Donc, cette fiche-là, il va vous permettre de suivre la non-conformité, pardon, de suivre l'action corrective menée, suivre aussi la non-conformité parce que c'est toujours associé à une non-conformité et ça vous permet de préparer des éléments d'entrée de la revue de direction par la suite. Ces données, c'est à discuter au moment de la revue de direction pour voir à quel point ces actions sont efficaces et à quel point ces actions doivent être enregistrées et capitalisées au niveau de l'organisme. Alors, avant de consulter un exemple de procédure d'audit pour voir les différentes exigences, il faut savoir qu'il y a trois types d'audit. Et l'audit, il se diffère selon deux critères importants. Selon l'objectif, donc selon l'objectif qu'on cherche à atteindre, et selon les auditeurs, donc trois types d'audit, pardon, et selon les audités également. Alors, nous avons d'abord l'audit produit. Donc, je peux mener un audit par rapport aux critères en relation avec le produit. Donc, selon l'objectif de l'audit, l'objectif dans ce cas, c'est de mesurer la conformité des produits ou bien des services aux exigences clients et aux exigences réglementaires, ainsi que les exigences internes de l'entreprise. L'objectif, ça peut être auditer les processus par rapport aux objectifs de chacun des processus. Par exemple, je fais l'audit processus qualité pour voir à quel point ce processus répond aux exigences qualité et à quel point ce processus euh, donc, évite les risques, surmonte plutôt les risques et à quel point il me permet d'atteindre les objectifs. Et puis, vous avez l'audit système management de la qualité, c'est l'audit de la norme. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que les trois audits, normalement, ils sont liés. Alors, quand je fais l'audit de mon système qualité à travers les exigences de la norme, c'est pour voir à quel point la norme est respectée, mais en même temps, et c'est inclus dedans, je ne peux pas mesurer l'efficacité du système qualité sans mesurer l'efficacité des processus, chose qui est assurée à travers le premier point 9.1, surveillance, suivi et mesurage, et aussi l'audit produit ou bien service, il est inclus parce que je ne peux pas faire l'audit des processus, leur surveillance, leur mesurage, sans mesurer euh, donc, la conformité des produits et services. Donc, ça va de soi. Mais pas forcément que les trois audits vont être menés simultanément. Donc, vous pouvez planifier sur des jalons différents audits selon les différents objectifs que vous avez. Donc, ça, c'est la répartition des types d'audits selon l'objectif. Selon maintenant les auditeurs, vous avez trois types d'audits également. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Donc, vous avez trois types d'audits en tout cas. Le premier type, c'est selon lorsque les auditeurs sont des auditeurs tierces parties. Alors, normalement, ici, je ne sais pas pourquoi l'écriture ne s'affiche pas. Donc, l'objectif, ou bien plutôt les auditeurs dans le premier type, ce sont les auditeurs tierces parties. Alors, ici, je vais écrire auditeur euh, d'un organisme tierce partie. Alors, dans ce cas, il s'agit de l'audit de la certification ou bien du maintien de la certification. Sinon, les auditeurs, ils peuvent être des auditeurs internes. Alors, dans ce cas, on parle d'audit interne.
Si les auditeurs sont un client, on l'appelle un audit seconde partie. Quand les auditeurs sont des clients, ça veut dire vous avez une entreprise cliente qui vous fait auditer, alors il s'appelle un audit seconde partie. Mais ce qui est demandé ici au niveau de ce chapitre-là, c'est le deuxième audit, audit interne qualité, qui va être réalisé en interne de l'organisme par une équipe d'audit qualifiée et bien formée à la 9001 et à la 19011, qui est le processus euh, de réalisation des audits. Alors, généralement, le responsable de qualité, il va jouer le rôle du responsable de programme d'audit. Alors, vous serez le responsable du programme d'audit et vous devez, ou bien plutôt, vous devez, voilà, faire la planification de l'action d'audit. Ça veut dire, avec la direction, vous élaborez un programme d'audit, notamment cette année, quels sont les mois dans lesquels on va réaliser l'action de l'audit. Et puis, et quel type d'audit? Donc, par exemple, le mois d'avril, on va faire l'audit produit, le mois de, je sais pas, donc selon un programme. Et puis, vous avez les plannings d'audit. Donc, il y a le programme, il y a le planning. Le programme, il s'étale généralement sur toute l'année pour identifier les différentes journées d'audit à l'avance. Donc, on a dit que c'est un processus méthodique et planifié. Et puis, vous avez les plannings. Ça veut dire, pour chacun des audits que vous avez programmés durant l'année, chaque audit doit être décrit dans un planning. Comment ça va se dérouler? Quand est-ce qu'on va commencer? Quand est-ce qu'on va faire la réunion d'ouverture? Quand est-ce que chacun... euh, donc, on dispatche les tâches. Chaque personne, il va faire l'audit de certaines exigences ou bien de certains processus. Quand est-ce qu'on doit réunir les résultats pour faire l'évaluation? Et quand est-ce qu'on va élaborer le rapport et faire la clôture du processus d'audit. Donc, c'est le responsable normalement en qualité qui gère l'équipe d'audit et qui préside l'équipe d'audit. Il va aussi identifier et présenter les risques et les opportunités en relation avec le processus et le programme d'audit. Ça veut dire quoi les risques et les opportunités en relation avec l'audit? Ça veut dire est-ce qu'il y a, par exemple, des choses qui peuvent freiner l'action de l'audit? Notamment, il faut bien choisir les jours de l'audit ou bien les périodes d'audit pour que les audités soient disponibles. Notamment, je vais auditer le processus commercial le jour où le responsable commercial est présent avec nous. Il n'est pas en déplacement, il n'est pas, par exemple, dans une mission externe. Alors, il faut bien choisir euh, les, les- les jours de l'audit. Exemple d'opportunité, on peut mener parfois plusieurs audits dans une seule visite. Donc, j'ai par exemple l'audit environnement avec l'audit qualité, avec l'audit santé et sécurité. Alors, je peux mener les trois. Donc, je fais l'audit du processus, je sais pas, production. Je peux mener les trois audits en même temps. Ça veut dire j'ai les trois checklists pour les trois normes et je fais un audit simultané. Ça m'aide à optimiser le temps, à optimiser l'énergie. Voilà. Donc, plusieurs audits menés en même temps. Sinon, je peux faire un audit processus avec audit produit en même temps. Alignement des dates d'audit avec la disponibilité du personnel requis. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc il faut choisir les dates d'exécution des audits d'une façon qui doit être compatible avec la disponibilité de l'équipe d'audit, les auditeurs, et des audités aussi. Exemple de risque, une planification non accomplie, ça veut dire un objectif d'audit qui n'est pas clair, une durée insuffisante, parce qu'au niveau de la planification des audits, il faut indiquer la durée, une journée, deux journées, et ainsi de suite. Les lieux et le calendrier de l'audit, ils sont mal définis, donc ça peut être un risque, donc il faut le prévoir dès le début, il faut éviter de tomber dans ces cas d'anomalie. Manque de ressources allouées au développement du programme de l'audit, comme le délai, les équipements, les formations aussi.
une équipe qui n'est pas formée comme il faut aux exigences de la norme. Ils ne connaissent pas exactement qu'est-ce qu'on cherche ou bien ils ont toujours des ambiguïtés en ce qui concerne ce qui est demandé par la norme. Ça va être difficile de réaliser l'action de l'audit. Manque d'équipement, s'il s'agit par exemple d'un audit produit, si je ne dispose pas de moyens techniques, des outils pour mesurer, pour calculer, donc ça va être difficile. Ou bien le délai d'exécution, il est mal compatible, il est non compatible. Sinon, les compétences insuffisantes des auditeurs en matière notamment de la 19011 ou bien en matière aussi de la 9001. Maintenant, on va jeter un œil sur la norme elle-même avant de consulter un exemple de procédure. Au niveau de l'audit interne, donc le premier point 9.2.1, donc ça c'est juste donc ce que je viens de vous expliquer. Donc la norme, il vous indique les objectifs pour lesquels on va mener le processus d'audit dans un premier lieu. Donc pourquoi on va réaliser l'audit? Pour mesurer que le système est conforme aux exigences de l'entreprise, comme les exigences liées aux produits et au processus, ou bien les exigences légales et aussi les exigences de la présente norme internationale. Et on cherche à mesurer l'efficacité de notre système de management. L'organisme, par la suite, il doit planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit. Ça veut dire que vous devez définir un programme d'audit qui s'étale sur, par exemple, une période donnée comme sur une année. Donc, durant toute l'année, on doit savoir quand est-ce qu'exactement on va réaliser l'audit. Parfois, on peut mener des audits non planifiés, mais les audits non planifiés, c'est en relation avec des grandes incidences, avec des problèmes, avec euh, des modifications. Vous vous rappelez lorsqu'on a parlé des modifications? Lorsqu'on va mener une modification, réaliser une modification, alors on peut faire un audit par la suite pour le processus concerné par la modification pour nous assurer que cette modification n'a pas perturbé le fonctionnement. Donc, on peut avoir des audits non planifiés, sauf que les audits non planifiés sont des imprévus, mais il faut déjà disposer d'un programme d'audit bien planifié. Pour notamment, donc le programme, il doit contenir quoi? Je vous envoie des exemples dans le groupe en fin de la séance. La fréquence des audits, quand est-ce qu'on va les réaliser, les méthodes utilisées, la définition des responsabilités, l'équipe d'audit, le responsable d'audit, et ainsi de suite, les exigences de planification, comme j'ai dit, la compatibilité avec le temps, avec la disponibilité des personnes, et le compte rendu, donc un modèle de compte rendu d'audit. Par la suite, il faut définir les critères d'audit, donc rédiger vos propres checklists, vos propres voilà, méthodes d'évaluation, checklists d'évaluation, sélectionner les auditeurs et bien sûr, en cas de besoin, réaliser des formations pour renforcer les compétences de l'équipe d'audit. Veiller en ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction. Donc, il faut avoir un exemple, un modèle vie de rapport d'audit pour préparer, bien sûr, à la revue de direction et pour rapporter ça à la direction pour que la direction aussi satisfait ses propres exigences en matière de surveillance et de suivi. Entreprendre dans des délais indus la correction des actions, ça veut dire faire l'amélioration et puis conserver les informations documentées. Et bien sûr, vous pouvez voir les lignes directrices d'audit 19011. Je dispose de la norme et je vais la communiquer avec vous dans notre groupe. Par la suite, s'il vous plaît, directement, lorsqu'on va réaliser l'action de l'audit, on va ouvrir la revue de direction. Avant, on va consulter un modèle de procédure d'audit. Alors, c'est un modèle que j'ai utilisé l'autre fois pour vous expliquer
l'organigramme. Donc, on a pris cet exemple comme pour vous indiquer c'est quoi un organigramme. Parce qu'on a parlé euh, des processus et de leur documentation, j'ai dit que vous pouvez utiliser un modèle d'organigramme. Pas organigramme, un logigramme, pardon. Donc, lorsqu'on a mentionné le logigramme. Donc, ce logigramme, normalement, c'est pour réaliser l'action de l'audit. Alors, vous avez quatre acteurs clés qui contribuent à la réalisation de l'action de l'audit. Le directeur général, c'est-à-dire la direction, le responsable de qualité, c'est le responsable du programme d'audit, l'équipe d'audit et les audités, ceux qui vont être audités par l'équipe d'audit. Alors, pour l'élaboration du planning annuel des audits, ça veut dire le programme d'audit, il se fait en collaboration entre le responsable qualité et la direction. Donc, on va rédiger un planning annuel ou bien ce qu'on appelle un programme des audits qualité interne. Donc, maintenant qu'on a parlé de la maîtrise documentaire, si je vois ici ce code-là, c'est que ça va m'aider à chercher le modèle. Donc, lorsque je vais rédiger le programme, je cherche le document PR03 du processus qualité numéro 1. Il s'agit d'un modèle à remplir pour rédiger le planning annuel des audits. Et comme on a dit lorsqu'on a expliqué le logigramme, donc comment ça fonctionne, donc nous avons dit que cette forme-là, il indique une information documentée ou bien un document livré par l'action principale, d'accord? Puis, le responsable qualité, il va diffuser, il va d'abord élaborer le plan d'audit. Alors, le plan, c'est le planning d'un audit bien spécifique. Donc, vous avez le programme annuel. Et puis, pour chaque audit, ça nécessite, bien sûr, euh, une planification spécifique de la journée de l'audit. Alors, le programme, c'est en collaboration entre la direction et le responsable qualité. Le planning d'audit ou bien le plan d'audit, il va être réalisé et diffusé par la responsable qualité. Voici le document concret. Euh, avant de faire sa diffusion, il doit être validé par la direction. Toujours, la direction, il joue le rôle de supervision. Donc, si ce n'est pas validé, donc on doit refaire le planning. Pourquoi la validation par la direction? Pour éviter les risques dont on a parlé, de non-disponibilité et ainsi de suite. Donc, normalement, la direction, elle est déjà informée sur les différents déplacements qui vont être faits, sur la disponibilité des audités, sur les périodes qui sont trop chargées et qui ne nous permettent pas de réaliser les audits. Si oui, on va diffuser donc le document vers qui? Vers l'équipe, le reste des personnes de l'équipe et vers les audités pour qu'ils soient informés à l'avance de l'action de l'audit. Donc, on les informe, on ne fait pas des audits et des examens surprenants. Donc, on est ici, on est ici pour évaluer la performance, mais ce n'est pas pour chercher des coupables et savoir qui n'a pas fait son travail et qui n'a pas réalisé l'action pour être conforme à la norme. Donc, on cherche ici les non-conformités. Alors, on informe les personnes à l'avance. S'il y a des problèmes, donc ils peuvent les réajuster avant l'audit, tout simplement. Et puis, on réalise l'action de l'audit. Alors, pour la réalisation de l'action de l'audit, de la journée d'audit, alors c'est là où vous devez faire appel à la 19011. Par la suite, après la réalisation, on prépare le rapport de l'audit interne qualité et le rapport doit être communiqué. Donc voilà, vous devez disposer d'un modèle. Alors tout document, s'il vous plaît, de votre système qualité nécessite un modèle déjà élaboré, un modèle vide qu'on va utiliser par la suite. Comme ça, on va standardiser la forme des documents. Il ne faut pas avoir donc plusieurs modèles de rapport. Il faut unifier et standardiser le document. Donc, il doit être diffusé et partagé par le responsable de qualité. Donc, l'équipe d'audit, elle rédige le rapport. Il est partagé avec le responsable qualité et la direction. Et pour les audités, ils ne sont pas concernés par tout le rapport. On leur communique uniquement les fiches d'amélioration qu'on a complétées, qu'on a
renseigner au moment de l'audit. Et pour chacun, on va lui communiquer la fiche d'amélioration qui le concerne. S'il y a des écarts, donc après évaluation des résultats, s'il y a des écarts, on doit mettre en place des actions correctives futures, parce que généralement, on fait quoi? On fait une action corrective ou bien plutôt une correction sur le champ, mais les actions correctives, c'est au cas où la correction n'est pas efficace ou bien ça nécessite, pour corriger les écarts, pour supprimer les écarts, ça nécessite d'éradiquer une cause de la non-conformité. Alors, l'action corrective aussi va être communiquée aux audités. Et si tout va bien, ça veut dire les écarts, on fait un suivi donc des actions correctives. Et si tout simplement l'action est efficace, on va classer les actions achevées et on va clôturer le processus d'audit. Alors, les étapes que je viens de vous expliquer, vous allez trouver l'explication ici dans la procédure. Vous pouvez la lire par la suite à tête reposée. Et vous avez ici tous les documents dont vous aurez besoin et que vous devez rédiger. Donc, vous devez rédiger des modèles pour accompagner votre processus d'audit, pour documenter votre processus d'audit. Une fois fait, donc ça veut dire après l'audit, l'étape suivante, c'est la revue de direction. Pour clôturer le chapitre 9, il faut passer en revue votre système de management. Il s'agit de quoi concret, ce que je parle. Donc, je vais utiliser la norme pour faciliter l'explication, puisqu'on n'a pas trop le temps. Donc, vous avez la revue de direction, c'est un examen sous forme d'une réunion avec la direction. Donc, à des intervalles planifiés, pareil. Donc, vous devez planifier les réunions. Et s'il vous plaît, lorsque je parle d'audit interne ou bien de revue de direction, euh, pas forcément un seul audit ou interne, pas forcément une seule revue de direction. Alors, le minimum, c'est une seule revue durant l'année et un seul audit interne durant l'année. Mais si vous voyez que ça nécessite plus que ça, alors vous pouvez rajouter d'autres jalons pour évaluer votre système. Donc, j'ai dit tout au début, lorsqu'on a discuté le processus, la route de Deming, PDCA, que c'est un cycle généralement annuel, mais pas forcément annuel. Vous pouvez appliquer le cycle PDCA sur 6 mois, par exemple, sur 3 mois. Donc, ça dépend vraiment de vos activités et de la taille de votre organisme. Alors, à des intervalles planifiés, vous devez planifier les revues de direction pour discuter de l'efficacité de votre système de management. Le responsable qualité, il doit préparer des éléments d'entrée pour tirer profit de la revue. Ça veut dire on ne va pas faire la réunion. Parfois, on fait des réunions, on perd le temps et on sort avec rien du tout. Donc, pour éviter ce risque, le responsable qualité prépare un ensemble d'informations et de documents qui vont servir d'appui pour avoir une vision claire sur le système qui vont nous permettre de prendre les décisions d'évaluation précises. Notamment, vous devez préparer l'état d'avancement des actions précédentes, que ce soit les actions du plan d'action ou bien les actions de correction après l'audit, après la surveillance. Les modifications des enjeux. Donc, si les enjeux de l'organisme ont changé, donc on a identifié les enjeux au niveau du chapitre 4. Mais si il y a de nouveaux enjeux qui vont apparaître, c'est le moment pour les insérer dans le système. Ça veut dire il y a un enjeu, notamment, je sais pas, externe en relation avec la situation du marché, notre part du marché ou bien autre. Alors, on prépare ces enjeux internes et externes pour les discuter et pour discuter comment on va les réinsérer dans le système et dans la première analyse des enjeux qu'on a fait. Vous devez aussi préparer des informations sur la performance et l'efficacité. C'est tout simplement les résultats des 2 étapes précédentes. Les résultats des audits, les résultats du suivi et d'analyse et d'évaluation de la satisfaction client,
le degré de réalisation des objectifs, et c'est un résultat du point 9.1, surveillance des processus et des objectifs des processus, et les résultats d'indicateurs tout simplement, la performance des processus et la conformité des produits et des services, bien sûr aux exigences clients réglementaires et exigences internes, les non-conformités que nous avons rencontrées et les actions correctives menées, les résultats de la surveillance et de la mesure. Et d'ailleurs, tout ça, ce sont des résultats de la surveillance et de la mesure. Les résultats d'audit, comme le rapport d'audit, et les performances des prestataires externes. Tout simplement, tous les résultats des deux étapes précédentes, 9, 1, 2, on les prépare pour la revue de direction. Et par la suite, l'adéquation des ressources. Si on a rencontré des problèmes avec la non-suffisance de ressources, c'est le moment pour le dire. On prépare donc la documentation qui atteste la non-suffisance des ressources, par exemple, l'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités, ça veut dire ce que nous avons planifié au niveau 6.1, donc les résultats des indicateurs de suivi de l'efficacité des actions du plan d'action, et toute autre opportunité d'amélioration, comme les suggestions des employés, comme les opportunités que le responsable qualité détecte, alors c'est le moment pour les discuter. Vous pouvez donc présenter ça sous forme de présentation PPT par exemple et faciliter les choses pour que la réunion ne prenne pas beaucoup de temps, bien sûr. Maintenant, les éléments de sortie. Il faut s'assurer que après cette réunion, après cette revue de direction, nous devons disposer des informations suivantes pour que la réunion soit efficace. Les opportunités d'amélioration. Donc, on ne doit pas passer le temps à analyser des éléments d'entrée sans savoir qu'est-ce qu'on cherche au concret. Il faut en sortir avec des opportunités d'amélioration, définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer le système, les besoins en matière de changement. S'il y a des modifications à faire en non-conformité, il faut le dire, donc c'est le moment, et les besoins en ressources si les ressources n'étaient pas suffisantes. Alors aussi, pareil pour toutes les autres étapes, l'organisme il doit conserver les informations documentées. Ça veut dire euh, une fiche euh, d'opportunité d'amélioration, une fiche de tout ce qui est besoin, et puis bien sûr un rapport dans lequel un PV tout simplement de revue de direction, et j'ai un exemple, je le partagerai par la suite, un procès verbal qui va indiquer l'ordre du jour et comment la réunion s'est déroulée, aussi quels sont les résultats de cette réunion. Et ça nous cède directement au chapitre 10, amélioration. Tout simplement, le chapitre 10, il s'agit de mettre en place le plan d'action qui contient les améliorations et les modifications décidées après l'évaluation. Donc maintenant, vous devez sélectionner, déterminer toutes les opportunités d'amélioration à entreprendre pour améliorer que ce soit les produits et les services, pour satisfaire les exigences et les attentes clients, corriger et prévenir les effets indésirables et les non-conformités, et pour améliorer la performance. Alors tout simplement, c'est comme j'ai dit, le moment pour donc corriger les non-conformités. Mais c'est pas juste ça. Donc, quand je dis corriger les non-conformités, ça c'est quelque chose, bien sûr, d'obligatoire. Mais la partie amélioration, ça comporte aussi toute autre opportunité, même si on n'a pas vraiment une non-conformité. Par exemple, une innovation, une réorganisation, c'est pas nécessaire, c'est pas parce qu'on a une problématique ou bien un dysfonctionnement, mais tout simplement parce que ça va augmenter davantage l'efficacité de notre système. Alors, on va la mettre en place et vous avez le droit. Les non-conformités et les actions correctives, alors, il s'agit de mettre en place un plan d'action face à toutes les non-conformités rencontrées au moment de l'audit et de la surveillance. Chaque non-conformité, il doit être, bien sûr, euh, donc corrigé. Ça veut dire il faut réagir
c'est la réaction, c'est l'étape acte du cycle PDCA. Donc, agir pour maîtriser et corriger la non-conformité en question et prendre en charge les conséquences, corriger les dégâts qui ont été résultés par, voilà, qui en résultent, voilà, et qui déclinent de la non-conformité. On vous dit aussi qu'il faut évaluer s'il est nécessaire de mener des actions euh, correctives pour éliminer les causes de la non-conformité. Il y a des non-conformités, par exemple, lorsque je dis un problème au niveau des exigences de la norme, une non-conformité par rapport aux exigences de la norme. Dans ce cas, je peux avoir une correction directe. Donc, il y a l'absence, par exemple, d'une analyse des exigences clients, des exigences réglementaires. Je mène un processus d'analyse de la réglementation. Alors, dans ce cas, c'est une correction directe. Mais il y a des actions qui sont une séquence de résultats à cause d'une cause racine. Alors, dans ce cas, il ne suffit pas de corriger la situation présente parce que sinon, la non-conformité va toujours se produire. Alors, il faut mener une action corrective pour éviter voilà, la non-conformité dans le futur. Alors, en tout cas, la partie amélioration, c'est l'amélioration d'abord de votre système en corrigeant les non-conformités, en définissant des actions correctives et puis en réinsérant ces actions dans le prochain cycle PDCA. Donc, ça va alimenter votre prochain plan d'action, d'accord, que vous allez mener par la suite. Et pareil, ces actions vont être intégrées dans un nouveau plan d'action et le nouveau plan d'action va être appliquer, réaliser, évaluer, et on reste toujours dans cette boucle fermée. Et vous gardez aussi les informations documentées en relation avec cette partie-là. Ça veut dire les fiches que je viens de vous montrer, des fiches qui indiquent la nature de la non-conformité et les actions correctives menées, et les résultats de suivi de l'efficacité des actions correctives menées. Alors, l'amélioration, ça c'est le chapitre amélioration. Et l'amélioration continue, c'est toute la démarche. L'amélioration continue, c'est tout le cycle PDCA et toutes les étapes qu'on a mentionnées dès le début jusqu'à la fin de la norme. Le fait de rester dans ce cycle d'une façon prolongée dans le temps, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Alors voilà, en ce qui concerne les exigences de la norme ISO 9001, version 2015. On va clôturer donc cette partie-là avec ces exigences. Vous pouvez par la suite, s'il vous plaît, refaire la lecture de ces deux derniers chapitres. Et si vous avez des questions, vous pouvez les communiquer toujours dans notre groupe. Donc, je reste toujours à votre disposition pour vous répondre euh, selon donc, ma disponibilité durant la journée, avant la séance prochaine de samedi. En ce qui concerne les séances à venir, donc ils vont être consacrés au deuxième module, sécurité. Il nous reste encore la correction donc, de l'exercice d'étude de cas, mais on va prendre une autre séance hors notre calendrier pour le faire. Comme ça, on pourra avancer aussi sur les autres chapitres des autres modules de notre formation. Alors, la séance prochaine sera consacrée au module santé et sécurité au travail, l'ISO 45001 2018. Je vous invite à me communiquer toutes les questions en relation avec le système qualité dès le début jusqu'à la fin. Comme ça, donc, on pourra passer aux exigences de la 45001 en maîtrisant déjà le premier module qualité. Alors, je sais que c'est trop tard. Je vous remercie pour votre concentration et pour votre attention. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain et très bonne soirée à vous.